Hello les photographes! Alors ça fait maintenant plusieurs années que je tiens la patte sur l'objectif, le blog et la chaîne YouTube associée et où on fait quelques activités, où je critique tes photos et mine de rien avec les années je me suis rendu compte qu'il y a une douzaine d'erreurs qu'on peut regrouper et qu'on retrouve très souvent. Donc c'est parti pour les 12 erreurs à éviter en photo animalière. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photos animalières, chats, chiens et chevaux. Donc comme on dit, on apprend quand même beaucoup plus dans ses erreurs que dans ses réussites. Comme tu le sais certainement, j'organise tous les mois les défis du mois où je vais critiquer les photos des candidats et de temps en temps j'organise aussi une vraie séance critique photo où tu m'envoies tes photos et où je te dis ce que j'en pense. Aucune photo n'est parfaite, il y a toujours des choses à redire, mais il y a quand même des points qui reviennent assez régulièrement. Donc je te dresse ici les 12 erreurs les plus importantes ou en tout cas les plus courantes qu'on retrouve dans les photos animalières. Alors la première erreur, c'est les photos floues. C'est certainement la grosse difficulté avec la photographie animalière parce que nos animaux, ils bougent, ils tiennent rarement en place et du coup, il va falloir que tu connaisses parfaitement ton appareil photo pour savoir choisir les bons réglages et pas avoir de photos floues. Pour régler ce problème-là, il n'y a pas d'autre choix que de vraiment maîtriser ton appareil photo, savoir quel réglage utiliser dans quel moment. Alors ça serait un peu long dans cette vidéo d'expliquer tous les réglages qui rentrent en compte dans le flou, mais en tout cas, je te conseille, si c'est pas encore fait, d'aller télécharger mon livre gratuit. Je te mets le lien en description car dedans tu auras tout ce qu'il te faut pour savoir régler ton appareil photo et ça n'aura plus de secret pour toi. Ça demandera de la pratique mais tant mieux parce que dans mon livre je te donne tous les exercices à faire pour que tu saches régler ton appareil photo et que tu ne fasses plus du tout de photos floues. La deuxième erreur, c'est les problèmes de mise au point. Alors ça rejoint un petit peu le flou mais je l'ai mis à part parce que c'est encore une difficulté vraiment à part entière. La mise au point ratée, ça te donne aussi des photos floues mais en fait la netteté va être décalée. Donc c'est typiquement la tête de l'animal est floue mais ses fesses sont nettes. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent donner ce problème là. Ça peut être un problème de réglage de ta part parce que la mise au point ça se règle. Tu as différents modes de mise au point. Tu as également les collimateurs qui sont très importants. Donc si tu ne sais pas bien régler ces paramètres là, forcément tu auras des mises au point qui seront un peu aléatoires. Si tu sais pas trop comment faire, j'ai fait une vidéo complète sur la mise au point que je te mets par là. Et c'est un problème qui peut aussi être lié à ton objectif puisque les moteurs de mise au point sont liés à ton objectif. Si ton animal court vite et que tu as une mise au point pas très véloce au niveau de ton objectif, il est possible que malgré tous les bons paramètres que tu peux mettre dans ton appareil photo, ça ne suive pas et tu aies quand même une mise au point décalée. Mais encore une fois, si tu veux le maximum d'informations, je te renvoie ma vidéo sur la mise au point. La troisième erreur assez courante, surtout quand on débute en photographie, c'est d'avoir un arrière-plan trop chargé ou complètement brouillon. Quand on fait les défis du mois, il y a souvent au moins une photo avec un arrière-plan très brouillon. Alors ça peut être des branches, des feuilles, le fond d'un jardin avec un muret qui est pas très joli, une balançoire, une balle qui traîne, bref, tout ce qui peut venir encombrer ton arrière-plan et qui sert pas à ta photo, qui sert pas à mettre en avant ton animal. Parce que mine de rien en photographie, ce qu'on cherche, c'est que le spectateur qui va voir ta photo n'est Dieu que pour l'animal. Le but c'est que vraiment ton animal soit mis en avant, qu'il soit mis en valeur dans une ambiance sympa et du coup tous les éléments qui vont venir perturber sur ta photo et qui ne servent pas cet intérêt-là, ça n'a rien à faire sur ta photo. Donc mon conseil c'est d'essayer d'épurer au maximum ton arrière-plan, soit te déplacer, changer de lieu si vraiment c'est trop compliqué, soit aller épurer un peu le lieu, aller retirer les objets qui servent à rien, etc. La quatrième erreur qu'on peut commettre, c'est de couper l'animal. Donc c'est-à-dire couper soit la queue, soit les oreilles, soit les pattes. Voilà, il manque une partie de l'animal. Alors si tu fais un plan serré, tu n'auras pas d'autre choix que de couper l'animal, forcément. Mais si tu veux que ce soit fait correctement et que ça ne vienne pas perturber ta composition, il faut éviter de couper au niveau des articulations. Donc généralement, quand on cadre une photo, on évite de couper au niveau des coudes, au niveau des l'équivalent des poignets, donc au niveau des pattes, on évite de couper la queue et on évite surtout de couper les oreilles. Donc fais vraiment attention quand tu cadres des photos de ne pas couper ton animal. Ensuite, tu as d'autres éléments qui peuvent venir couper ton animal, c'est l'arrière-plan. Dès que tu as une ligne un peu forte, un arbre, une branche qui passe derrière ton animal, ça va venir perturber. Notre cerveau, il aime pas trop ça. Il faut savoir que notre cerveau est des sortes de petits tics, il y a des choses qu'il aime pas trop voir et si tu coupes ton animal au niveau d'une articulation ou si tu as un élément d'arrière-plan qui vient couper derrière ton animal, ça va déranger notre cerveau, il y a quelque chose qui va pas aller et la composition, elle va perdre en valeur et du coup ta photo aussi. La cinquième erreur, c'est de venir cramer ou boucher des zones de ta photo. Alors
qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cramer et boucher, ça vient de l'exposition. Quand tu crames une photo, ça veut dire que tu as des zones complètement blanches, il n'y a plus du tout de texture dedans. Et quand tu viens la boucher, c'est complètement noir et pareil, tu auras complètement perdu ta texture. Alors il faut savoir que ce blanc cramé ou ce noir bouché, c'est complètement irrattrapable. Tu ne pourras jamais récupérer cette photo et jamais récupérer les textures qu'il y a dedans. Donc quand tu as des photos comme ça, il faut se rendre à l'évidence, c'est des photos ratées qui sont bonnes à la corbeille. Alors pour limiter au maximum ce genre de problème, il faut que tu maîtrises parfaitement ton appareil photo et que tu maîtrises ton exposition. Là encore, je te renvoie vers mon guide gratuit qui t'explique comment régler ton appareil photo, qu'est-ce que l'exposition, qu'est-ce qui fait varier l'exposition, etc. Ensuite, pour limiter ce risque-là, choisis bien ta lumière. Si tu photographies en plein midi, en plein soleil, forcément, tu risques d'avoir des zones cramées ou des zones bouchées parce que le contraste sera très fort, ça sera très compliqué de faire de bonnes photos. Donc choisis plutôt des zones ombragées ou alors des lumières douces, soit en début ou en fin de journée, soit des jours où c'est un peu nuageux. Ça va vraiment faciliter ton travail et ça va limiter le risque d'avoir des zones cramées ou bouchées, ou les deux. Pour pouvoir travailler au mieux tes photos, je te conseille aussi de photographier au format RAW. Parce que si tu photographies directement au format JPEG, tu auras moins d'informations sur ta photo et donc tu pourras encore moins rattraper certaines hautes lumières et certains noirs. Si tu sais pas vraiment la différence entre le RAW et le JPEG, pareil, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet. Ma 6e erreur à ne pas commettre en photo animalière, c'est de prendre la photo au mauvais moment. Donc encore une fois, nos animaux, c'est rare qu'ils posent, ils ont rarement fait des études de modélisme, ils savent pas défiler comme des pros et donc il va falloir que tu les prennes en photo sur le vif. Et quand on prend une photo sur le vif, il arrive qu'on ait un cadre parfait, une lumière parfaite, une ambiance parfaite et tout va bien sauf la pose de l'animal. Donc un animal qui est correctement posé, c'est des oreilles droites, c'est un regard vif, c'est une position qui le met en avant. Donc on essaye un peu de jouer avec lui, avec des friandises, avec des jeux, avec des bruits qui peuvent l'attirer, attirer son regard, le rendre vraiment éveillé, avoir les oreilles bien pointées en avant. Parce que ça arrive souvent qu'on ait des photos avec un cheval qui est en train de brouter, qui regarde bien la petite branche à côté qu'il a envie de bouffer, avec un chien qui est en train de renifler le sol, avec des oreilles qui partent dans tous les sens, avec une queue rentrée, avec voilà, des positions vraiment qui les mettent pas en avant, et notamment sur de la photo d'action quand il y a un animal qui galope, il y a des phases qui sont esthétiques et d'autres pas. Bon là ça va très vite, donc il faut compter aussi un peu sur le facteur chance pour avoir la photo au bon moment, parce qu'il y a des phases du galop qui sont pas jolies. Là encore je te renvoie à ma vidéo sur la photo d'action pour ça. Donc ne te contente pas d'une photo techniquement réussie avec une bonne ambiance, avec une jolie lumière si ton animal n'est pas joli, n'est pas mis en valeur, puisque c'est lui ton sujet, c'est lui le plus important sur ta photo. Donc il faut s'armer de patience, il faut parfois retenter plusieurs fois, il faut parfois s'avouer vaincu et puis jeter à la poubelle certaines photos même si le cadre était sympa, même si la lumière était sympa. Et il faut recommencer dans la bonne humeur et puis essayer d'avoir la bonne photo au bon moment. La 7e erreur que je vois assez souvent, c'est d'avoir des photos trop flashy avec des couleurs vraiment qui pètent. Alors ça c'est souvent le cas quand on débute en post-traitement, on commence à retoucher nos photos et on a tendance à avoir la main un peu lourde sur les curseurs. Alors, on l'a tous fait, hein, moi y compris, mais évite cette erreur maintenant que tu le sais. Il faut y aller mollo sur les curseurs en post-traitement. Et d'ailleurs, si je peux te donner un conseil sur les couleurs, je t'invite, si ton logiciel le permet, à plutôt jouer sur le curseur vibrance plutôt que de jouer sur la saturation, parce que la saturation, elle va venir augmenter toutes les couleurs de ta photo, alors que la vibrance va calculer les couleurs qui sont le moins saturées et va rehausser celles-là sans forcément toucher à celles qui sont déjà relativement saturées. La 8e erreur, elle rejoint un petit peu celle d'avant, mais c'est les contrastes trop poussés. Quand on a une photo qui ressemble presque à de l'HDR, donc c'est des photos ultra contrastées, c'est pas vraiment esthétique et ça l'est vraiment pas sur des modèles animaux. Ça peut l'être sur de l'architecture, sur certains paysages, mais vraiment pour du portrait animalier, je te le déconseille très fortement. Ça donne un effet pas esthétique, ça donne vraiment un poil qui paraît pas joli, ça donne absolument pas de douceur à la photo. Donc vraiment, encore une fois, mollo sur le contraste. Alors ton hyper contraste, il peut venir de plusieurs choses. Ça peut être soit dès la prise de vue, si tu avais une lumière trop dure, ben forcément tu auras un contraste élevé dès la prise de vue, ou alors ça peut venir de ton post-traitement où là encore tu as eu la main peut-être un peu trop lourde sur les curseurs. Et d'ailleurs là aussi, si je peux te donner un conseil, c'est de plutôt jouer sur les curseurs de haute lumière, lumière, noir, ombre, etc. plutôt que de jouer directement sur le curseur contraste, parce que le curseur contraste, il va venir tout éclater. Il va venir augmenter les hautes lumières, diminuer les noirs, et finalement il n'y a pas beaucoup de finesse dans ce curseur-là, alors que si tu viens jouer directement sur les hautes lumières, les ombres, etc., tu pourrais être beaucoup plus précis dans ta retouche et tu éviteras un peu ce piège
du contraste trop poussé. Donc choisis des lumières douces en prise de vue et la main légère dans ton post-traitement et tu n'auras pas ce piège-là. Le 9e piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'avoir des attire-regards sur tes photos. Donc ce que j'appelle les attire-regards, c'est tous ces petits éléments qui viennent popper dans ta photo et qui n'ont rien à faire là et qui vont venir détourner l'attention de ton sujet. Alors les attire-regards, ça peut être des lignes très fortes qui viennent attirer le regard ailleurs que sur l'animal. Ça peut être des points très lumineux. Là aussi, tout ce qui est très lumineux attire le regard et donc ça vient parfois desservir la photo. Il y a aussi des touches de couleur qui viennent popper, typiquement un panneau en arrière-plan un peu rouge pétant. Ça vient attirer le regard ailleurs que sur l'animal et ça vient desservir ta photo et desservir ta composition. Et de manière générale, tout ce qui ne vient pas attirer le regard vers ton animal ne devrait pas être sur ta photo. Alors là aussi, il y a plusieurs possibilités. Soit tu fais attention dès la prise de vue d'éviter ces éléments-là, soit en changeant de lieu, soit en plaçant ton animal de façon à masquer ces endroits-là aussi. Ça peut être le fait de le placer devant ou alors ça peut être de faciliter son post-traitement. Avec Photoshop, maintenant, ça devient très facile de d'effacer des éléments, même si ça peut prendre du temps. Donc quitte à faire, autant se faciliter la vie, soit on le retire dès la prise de vue, soit on fait en sorte que ça soit un endroit facile à retirer après en post-traitement. Mais ça, c'est si vraiment le lieu est trop top, la lumière est trop top, que tu veux vraiment ce cadre-là et malheureusement tu as un panneau ou une poubelle au fond. Bon bah ok, allez, on fait quand même la photo et tu sais que tu auras cette poubelle ou ce panneau à effacer en post-traitement. La 10e erreur que je vois aussi assez souvent, et c'est vraiment typique de la photo animalière, c'est de mal choisir les accessoires pour l'animal. C'est typiquement une photo de chien avec un gros harnais orange fluo ou une photo de cheval avec un harnachement western alors que c'est une séance robe longue. Tu vois bien que ça marche pas trop et que ça va pas trop ensemble. Vraiment, les accessoires que tu vas mettre à ton animal sont hyper importants et il faut les prévoir. Pour un chien, par exemple, si tu veux quelque chose d'assez de nature, il faut penser à amener plutôt un collier fin, une laisse fine, quitte à les effacer après en post-traitement, plutôt qu'un gros harnais déjà que tu n'arriveras pas à effacer et qui de toute façon esthétiquement n'est pas joli. Pour les chevaux, c'est pareil, en fonction du type de séance que tu veux faire, l'harnachement est hyper important. Si tu veux faire quelque chose de très nature, quitte à même effacer l'harnachement derrière, il vaut mieux partir sur un licol éthologique que sur le gros harnais avec le gros filet, avec le mors, le gog, etc. Donc toute la préparation de l'animal est importante et c'est encore plus vrai en équin. Je pense notamment aux séances photo où tu sais que va y avoir du sable ou de la poussière. Il faut surtout pas graisser les sabots du cheval avant la séance parce que c'est un coup à ce que tu te retrouves en post-traitement avec plein de saletés collées au sabot qui seraient pas jolies. Alors bien sûr, tout ça, il faut le choisir aussi en prenant en compte la sécurité. On ne lâche pas un chien, un cheval ou n'importe quel animal dans la nature sans aucun contrôle. On pense à la sécurité avant tout, celle de l'animal et celle des gens autour. On ne fait pas n'importe quoi. C'est bien d'avoir envie de photos un peu liberté nature, mais c'est soit on le fait dans un environnement clôturé, soit on maîtrise la situation et on attache l'animal. On ne fait pas n'importe quoi. La 11e astuce, c'est d'avoir une composition un peu pauvre. Alors c'est très vague dit comme ça et c'est vrai que c'est difficile de répondre à ce point-là. Je dis pas le contraire, c'est certainement la partie la plus difficile. Souvent, la grosse différence entre une photo qui est réussie, mais réussie techniquement, elle est jolie, et une photo qui est vraiment waouh, c'est vraiment cette composition ultra puissante. Et il y a mille et une façons de composer une photo et de la rendre puissante en fonction de tout ce que tu as autour de toi, en fonction du message que tu veux passer. Si je peux donner un conseil, une composition qui marche à tous les coups et que tu vas retrouver dans la grande majorité des photos qui te plaisent, c'est ce qu'on appelle la composition en 3 plans. C'est-à-dire que dans la photo, tu auras un arrière-plan, généralement souvent flou, souvent assez épuré, voire avec des éléments qui viennent servir la composition. Tu auras un moyen plan, c'est souvent le plan où tu mettras ton sujet qui est net, avec quelques éléments à la limite un peu sur le côté. Et enfin, tu auras un avant-plan, souvent aussi flouté, qui viendra apporter cette vraie profondeur à la photo. Cette composition-là, elle est ultra puissante puisqu'elle vient vraiment donner cette profondeur qui va projeter le spectateur dans la photo. Ça donne vraiment beaucoup de puissance à l'image. Après, à toi d'expérimenter, va regarder les photos des autres et inspire-toi de plein de petites choses que tu vas trouver en termes de lumière, en termes de couleur, en termes de composition. Et c'est là que tu vas trouver après des éléments vraiment ultra puissants pour tes photos. Et enfin, la dernière erreur que tu peux commettre, c'est de noyer ton sujet. C'est-à-dire que ton sujet, il ressort pas assez. Ça rejoint un petit peu le point précédent, d'où l'intérêt et vraiment l'importance de la composition. C'est pour moi le plus important. Et une fois que tu as appris la technique et que tu maîtrises ton appareil photo,
c'est que le début parce qu'après, tu as toute la partie composition, créativité qui vient derrière. Donc, comment tu peux venir mettre en avant ton sujet? Tu peux jouer sur des contrastes, sur des couleurs, sur des jeux de lumière, sur des jeux d'ombre et lumière. Tu peux faire amener des lignes, des cadres, etc. Donc vraiment, inspire-toi de plein de choses, que ce soit dans des peintures, dans d'autres photographies, dans le dessin aussi, dans le graphisme, dans les jeux vidéo, dans les films. Vraiment, il y a plein de choses qui peuvent venir t'inspirer pour te donner envie d'explorer certaines choses en photographie pour encore multiplier ton panel de possibilités, voire même faire des choses qu'on n'a encore jamais vues en photo animalière. Allez, c'est déjà tout pour ces 12 erreurs. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi lesquelles tu as tendance encore à faire. Moi aussi, j'en fais encore certaines d'entre elles, c'est clair et net. Il faut travailler tout le temps, il faut se remettre en question tout le temps, il faut être très critique envers ses photos pour essayer de s'améliorer. Après, l'important, c'est de s'amuser, c'est de passer du bon temps et c'est d'être quand même content de ce qu'on fait et d'être content de progresser aussi. Si c'est pas déjà fait, pense à télécharger mon livre gratuit, encore une fois le lien en description. C'est 8 jours pour s'améliorer en photographie animalière. Je prends les bases de la photographie, vraiment comment régler son appareil photo, mais je viens aussi amener d'autres éléments avec des exercices concrets à faire chez toi. Et enfin, si c'est pas déjà fait et que cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, activer la petite cloche, voire à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao. Mais non, t'es con. Putain. Oui, oui.